Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Et oui, l'hymne de la résistance sur Sud Radio, André Berkoff. Et bien aujourd'hui, le chant des partisans. Et oui, le chant des partisans. Et bien aujourd'hui, avec nos invités, l'historienne Valérie Porteret, la romancière Anne Bassi, et bien nous allons vous raconter l'histoire inédite du plus grand sauvetage d'enfants juifs entrepris en France pendant l'occupation dans un camp, le camp de Vénissieux. Et nous allons aussi vous raconter l'histoire d'un haut lieu de la résistance, André, à savoir celui de Dieu-le-Fit dans la Drôme, un lieu de la résistance civile. Oui, c'est une histoire très 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 forte. Et vous savez, quand on va en Israël, effectivement, il y a la forêt des justes. Les justes sont tous ces non-juifs qui ont sauvé littéralement des centaines, voire des milliers de juifs pendant l'occupation allemande. Et Valérie Porteret, l'historienne, a reconstitué ces heures dans un très très beau livre qui s'appelle « Vous n'aurez pas les enfants ». Ce livre, c'est ce qui s'est passé au camp de Vénissieux. Il faut rappeler très rapidement, le 26 août 42, pour répondre aux exigences des nazis, le gouvernement de Vichy ordonne la grande rafle des juifs étrangers dans la région de Lyon. Au petit matin, ils sont 1016 à être arrêtés et rassemblés au camp de Vénissieux. Dans la nuit du 28 au 29 août 42, des membres d'œuvres sociales et charitables présents dans l'enceinte du camp réussissent à convaincre les parents d'abandonner leurs enfants et de les confier à une association interconfessionnelle, l'Amitié chrétienne, seule façon de les sauver. 108 enfants sont exfiltrés du camp, puis cachés dans différents lieux jusqu'à la fin de la guerre. 545 adultes, eux, seront conduits à Drancy, puis à Auschwitz, où la grande majorité d'entre eux sera gazée. Plusieurs enfants ont été recueillis par des familles d'accueil et des institutions à Dieu-le-Fit et à ses alentours. C'est là que se déroule l'intrigue du nouveau roman d'Anne Bassi, Dieu-le-Fit, dans lequel elle rend hommage notamment aux justes. Et cette citation qui est très très belle d'Albert Camus commence le livre en exergue d'Anne Bassi. Notre monde n'a pas besoin d'âme tiède, il a besoin de cœurs brûlants. Et effectivement, appel au cœur brûlant, on en a beaucoup besoin aujourd'hui, Céline. Et oui, les Justes de France, qui étaient ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs. Après la guerre, que sont devenus les enfants sauvés et que sont devenus effectivement les sauveteurs? Aussi, réponse dans un instant sur Sud Radio, donc avec Valérie Porteret et Anne Bassi. Alors restez avec nous, on revient dans quelques instants. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Strophe pour se souvenir sur Sud Radio, interprété par Léo Ferré. Ce sublime poème de Louis Aragon rend hommage aux résistants immigrés, André Berkoff, et il nous plonge dans une période très sombre de notre histoire. André, bien pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir la romancière Anne Bassi qui publie Dieu-le-Fit aux éditions Marque-Page et l'historienne Valérie Porteret, auteure d'une œuvre magistrale sur les heures tragiques du camp de Vénissieux. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors Valérie Porteret, votre livre paru aux éditions XO s'intitule « Vous n'aurez pas les enfants ». Que signifie ce titre ? Alors c'est le titre en fait d'un tract des mouvements de la résistance de Lyon qui a été balancé dans les rues au moment où les autorités de Vichy s'apprêtaient à vouloir reprendre les 108 enfants qui venaient d'être sauvés de Vénissieux. Vous n'aurez pas les enfants, je peux vous le citer, il est dit: le conflit est ouvert, le conflit est public, l'Église de France se dresse contre l'ignoble tartarin raciste, français de toute opinion, de toute croyance, écoutez l'appel de vos consciences, ne laissez pas livrer des innocents aux bourreaux. Eh oui. Alors rappelez-nous ce qui s'était réellement passé cette fameuse nuit du 26 août 1942.
Alors le 26 août 1942, en fait, se déclenche une vaste opération de police et de gendarmerie qui est organisée sur l'ensemble des 10 départements qui constituent en fait cette région de Lyon. Et elle vise en fait tous les juifs étrangers qui sont rentrés en France après le 1er janvier 1936 et de nationalité allemande, ex-autrichiens, polonais, danzigois, lettons, sarrois, tchécoslovaques, estoniens, soviétiques et réfugiés russes. Alors en fait, à l'aide de fiches de recensement, les préfets ont élaboré justement des listes de ces juifs à arrêter avec des colonnes qui mentionnaient en fait leur état civil, leur nationalité, leur domicile, leur profession et leur situation de famille. Ensuite, pour que le coup de filet soit le plus large possible, en fait, les préfet était tenu de s'assurer que la population française ne vienne pas en aide aux personnes visées par la RAF, et puis notamment pour parer aux questionnements éventuels des personnes lors de leur arrestation, une réponse avait été préparée d'avance, comme quoi en fait ces personnes seraient dirigées en Pologne, dans la région de Lublin, où devrait être en fait créé un État israélite. Et enfin, côté pratique, il était demandé d'exiger de ces personnes de ne réunir en quelques minutes que quelques effets personnels, notamment du lavage de corps, une ou deux couvertures, voilà. Et au total, 1016 juifs étrangers, hommes, femmes et enfants, sont arrêtés à leur domicile, en général entre 4 et 5 heures du matin, et dirigés au camp de Vénissieux qui se situe dans la proche banlieue de Lyon. Et oui. Et donc des résistants avaient eu avaient eu connaissance dès le 8 août de cette grande rafle qui se préparait. Qui les en avait informés ? Alors c'est Gilbert Lesage, dès le 8 août, qui organise en fait une réunion avec les grands personnages de l'amitié chrétienne que sont l'abbé Glasberg, juif ukrainien converti au catholicisme, le père Chaillet qui est un théologien qui fait partie du groupe très restreint des catholiques lyonnais qui demandent une relecture des textes bibliques, qui demandent un travail interconfessionnel et également ils ont mis au courant des personnes de Lozé, dont Charles Lederman, votre grand-père, Anne, qui était depuis 41 responsable du bureau lyonnais de Lozé, une œuvre de secours notamment aux enfants. Et oui, votre grand-père, Anne, a été un des acteurs, on peut dire, principaux de cette résistance. Alors, principaux, je sais pas, en tout cas, un des acteurs, c'est certain. Il a été très impliqué, sans doute aussi, parce que j'en avais un peu parlé avec lui, du fait qu'il était avocat. Et cette analyse des textes qui a été faite, en fait, de l'exception à la déportation pour les enfants mineurs non accompagnés, c'était une interprétation des textes, en fait, qu'il fallait réussir à faire en application d'une loi de 1886 qui permettait, en fait, de faire des délégations de paternité. Donc sans doute que son intervention était également encore plus justifiée et appréciée grâce à ces analyses de texte qu'il a réussi à faire. Et oui. En fait, les résistants à l'époque, effectivement, on peut dire qu'ils ont mis en place, Valérie Porteret, une sorte vraiment de stratagème pour sauver ces enfants. Et ils se sont appuyés justement sur ce texte dont vous parliez, Anne Bassi. Oui, alors pour revenir au 8 août, déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Gilbert Lesage, donc il leur fait cette proposition de les accompagner au camp de Vénissieux pour participer en fait officiellement au triage des personnes qui seront arrêtées. Gilbert Lesage est en fait un résistant. Et il est connu de ses différentes œuvres qui travaillent déjà depuis 2 ans à l'accueil, à l'entraide et au sauvetage des Juifs qui sont pourchassés. Or, la proposition qu'il leur est faite, c'est en réalité de rentrer au camp de Vénissieux, de participer à la commission de criblage, soit pour vérifier que les personnes arrêtées étaient bien arrêtables, c'est-à-dire conformément en réalité au texte, d'accord, soit de participer au sauvetage clandestin
et notamment en falsifiant des papiers, c'est-à-dire de façon illégale. Mais déjà, par rapport au sauvetage légal qui pouvait être au camp, il est vrai que ces personnages de l'amitié chrétienne et de l'OSE étaient très importants, notamment parce qu'ils parlaient plusieurs langues et que les personnes qui étaient arrêtées au camp ne parlaient pas français et que donc ils allaient s'adresser aux autorités en allemand, en yiddish. Et donc en réalité, ça aurait été impossible. Mais oui. Donc on proposait, en fait, pour résumer, on proposait à ses parents, en fait, d'abandonner leurs parents, donc au profit effectivement de cette association l'amitié chrétienne. Leurs enfants, ouais, leurs enfants effectivement, en lui cédant en fait leur droit de paternité. Mais comment, qu'est-ce qu'ils ont dit aux parents pour les convaincre de le faire? Donc en fait, en réalité, donc au moment où la proposition est faite le 8 août à l'amitié chrétienne, qui sert de paravent à d'autres œuvres, de l'OSE, la CIMAD, à des éclaireurs de participer au sauvetage, on a 11 exemptions. D'accord. Donc, au moment où ils sont dans le camp, le 26 août, il n'y a plus que 6 exemptions. Mais ils se rendent donc compte très vite qu'en fait, il n'y a qu'eux qui sont au courant et que les autorités du camp, il y a eu tellement d'ordres et de contre-ordres, ils ont un doute en vérité sur ce qu'ils savent. Hein. Le 28 août, en réalité, ils ont déjà préparé le sauvetage de près de la moitié des internés du camp. Mais il y a un message téléphonique qui est arrivé, qui demandait qu'au moins 800 personnes soient déportées. Et là, ils ont pris peur. Ils se sont dit, on vient de réaliser pratiquement le travail de triage que les policiers auraient été incapables de faire. Et là, ils nous demandent de faire du chiffre. Et voilà. Et là, on nous demande de faire du chiffre. Et en gros, tout ce qu'on a réussi de faire, ça va être annulé. Donc à un moment, ils ont même eu, il y a eu une panique, tout à fait. Et puis finalement, ils ont mis en place un stratagème pour sauver tous les enfants. Alors ça, c'est d'un côté la perspicacité de Gilbert Lezage, celui qui est à la tête du service social de Vichy, qui dit écoutez, on n'a qu'à mettre en avant le télégramme du 5 août et notamment l'alinéa qui dit que tous les enfants non accompagnés de moins de 18 ans peuvent rester sur le sol français. Et de l'autre côté, l'abbé Glasberg et le père Chaillet, en compagnie de Jean-Marie Soutou, vont décider d'aller dans toutes les baraques pour persuader les parents de signer un acte d'abandon de paternité en faveur de l'amitié chrétienne qui était patronnée notamment par le cardinal Donc Géry. ils vont réussir, pour avancer dans l'histoire, ils vont réussir donc à exfiltrer 108 enfants. Ils vont être cachés dans différents lieux dans cette région, notamment à Dieulefit, Annebassi, où se déroule donc l'intrigue de votre deuxième roman, dans lequel effectivement on peut dire que c'est un hommage à la résistance française. Vous-même, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet ? Alors moi, ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est surtout le thème des secrets de famille et des enfants cachés, qui est un thème qui m'intéresse depuis longtemps. Et j'avais écrit un premier roman sur les secrets de famille. C'est vrai que l'histoire des enfants cachés qui ont appris tardivement qu'ils ont été des enfants cachés et qu'ils étaient juifs, ça m'a toujours fasciné de comprendre comment on construit son identité quand on nous cache en fait une information aussi importante. Ensuite, c'est vrai que Dieulefit, l'histoire de Dieulefit, Vénissieux, je la connais à travers une histoire personnelle qui est celle de l'engagement de mes grands-parents, de mon grand-père et de ma grand-mère aussi, et d'une autre partie de membres de ma famille. Et j'ai eu envie d'écrire un roman en essayant de rendre hommage effectivement aux justes, mais plus globalement à la résistance, puisqu'il y a des résistants qui peuvent pas être qualifiés de justes. Hein. Mais de romancer tout ça. Donc ce n'est pas une histoire personnelle. C'est la romancière que je m'adresse. Oui, c'est pas votre histoire personnelle. Enfin, je veux dire votre histoire, pas vous, Anne, puisque vous n'avez pas l'âge de cela. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que ça pouvait être. Mais je vous pose la question aux deux, mais aussi à la romancière, qu'est-ce que ça fait quand on dit à des parents, écoutez, vous devez dire, vos enfants vont changer de nom, vous devez y renoncer en tout cas pour le moment, et dire voilà, c'est plus à vous. C'est voilà, si vous voulez les sauver, il n'y a qu'une chose à faire qui change. Vous n'êtes plus leurs parents en tout cas pour le moment, ils changent de nom, etc. Que pouvait être, est-ce que vous avez eu des réactions, que pouvait être la réaction des parents ou de certains parents à ce moment-là quand on dit ça?
La réaction des parents à qui on demande d'apprendre à leurs enfants de se taire. C'est ça, d'apprendre à l'enfant à se taire, ils n'ont plus le même nom, ils n'ont plus la même famille, ils n'ont plus leur père et leur mère. Alors moi j'ai eu des récits directs d'enfants auxquels les parents leur ont dit « Maintenant tu vas devoir apprendre à changer de prénom, de nom et à mentir ». J'ai pas parlé avec les parents qui ont demandé aux enfants. Et ce que j'ai souvent remarqué et entendu, c'est que ces enfants ont essayé d'être des enfants sages en fait. Et d'accepter et de dire je vais faire ce que papa et maman me disent, presque comme si c'était une condition suspensive pour les revoir de façon consciente ou inconsciente. Et donc ils ont appris à mentir. Alors moi, en tant que romancière, j'ai fait le choix dans le roman de créer un personnage donc fictif, Christophe, qui est un nouveau-né, puisqu'il a quelques heures quand il quitte sa mère biologique pour être accueilli dans cette famille de résistants catholiques. Donc on n'a pas à lui apprendre le mensonge. C'est ça, il n'a pas la mémoire de cela. Voilà. Et en général, Valérie Porté, vous avez eu des témoignages ? Oui, ben moi, en fait, j'ai commencé mon travail en 1992 et à partir de 2012, je suis partie avec un caméraman recueillir la parole des enfants sauvés et des enfants de sauveteurs que j'ai pu retrouver. Et ça a été une parole vraiment précieuse pour connaître en réalité qu'est-ce qu'un enfant a vécu de l'intérieur. Notamment, alors que ça soit par exemple au moment de la rafle, ou de l'exode, même encore avant, de la rafle, de la séparation qui est le pire moment de ces enfants. Terrible, cette nuit du 28 au 29 août 42 au camp, où en réalité ces enfants ont fait la promesse à leurs parents de toujours en fait rester dans la communauté, faire vous voyez, il y avait quand même un aspect très religieux. Oui, voilà. Ah oui, de faire les gestes de prière, etc. En tout cas, après, quand si la situation le permettait, et la promesse avait également été faite par les sauveteurs aux parents que dès que la situation le permettrait, les enfants seraient ensuite remis à leur famille rescapée. Non, puisque le sauvetage, pour maintenir les suites positives du sauvetage jusqu'à la fin de la guerre, de 42 à 44, il fallait mettre ces enfants dans des familles non juives. Donc aussi, dans les paroles des enfants sauvés, on a aussi vu ce que l'enfant sauvé a vécu de l'intérieur, un deuxième déchirement qui a été celui de sa séparation avec ses sauveteurs. Parce que les sauveteurs qu'on a à Dieulefit, qu'on a à Pointe-Laval, qu'on a à Beauvallon, qu'on a dans le village inconnu de Saint-Sauveur de Montagut en Ardèche, qu'on a au Chambon, tous les témoignages qu'on a de ces enfants parle d'un fait de sauveteurs de cœur, c'est-à-dire des personnes qui non seulement les ont sauvés, mais les ont aimés, et les ont aimés comme leurs propres enfants. Ce qui signifie quand même que les enfants sauvés en France, pour beaucoup, et hormis certaines périodes plus particulières ou difficiles où le danger pointait, ils ont vécu de façon inclusive avec leur famille. Et oui, Anne Bassi, comme si c'était leur famille. Anne Bassi, vous écrivez ceci dans votre roman. Ces enfants ont changé de nom et de prénom. Ils ont appris à faire le signe de croix et à cacher leur identité. Ils n'ont pas porté de tatouage sur leurs bras, mais dans leur tête. Le sentiment d'abandon ne les a jamais quittés. Oui, ça c'est quelque chose qu'on entend quand on peut parler avec ces enfants-là. Ils ont toujours gardé en fait à l'esprit, voilà, ce moment de la déchirure. Alors il y a ceux qui ont retrouvé leurs parents, et il y en a eu heureusement, et puis ceux qui les ont jamais retrouvés, effectivement, qui ont créé des liens très forts avec leurs parents adoptifs et avec leur famille. Et on sait qu'ils sont aussi restés amis et très proches, et des frères et sœurs de cœur avec les enfants de ses parents, de ses justes en fait. Et oui. Alors que sont devenus les 108 enfants sauvés du camp de Vénissieux, Valérie Porteret, vous avez parcouru le monde pour les retrouver, vous avez réussi à en identifier 90 et à en rencontrer 24. Alors comment avez-vous fait? Que vous ont-ils raconté de particulier? Vous nous direz tout dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ô moi des floraisons, moi des métamorphoses, mais qui fut sans nuages et juin poignardé,
Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, ni ceux que le printemps dans ses plis a gardés. Je n'oublierai jamais l'illusion tragique. Les lilas et les roses sur Sud Radio, ce poème d'Aragon sur la... Lu par Louis Aragon, d'ailleurs. Oui, exactement, André Berkoff. Ce poème sur la prise de Paris en 40 est un moment de vérité où chacun devait choisir entre courage et résistance, ou lâcheté et collaboration, écrivez-vous Anne Bassi, dans votre deuxième roman Dieu le fit, paru aux éditions Marque-Page. Alors Valérie Porteret, au terme de 25 ans de recherche, vous avez réussi à reconstituer le parcours de 90 enfants sur les 108 rescapés du camp de Vénissieux. Vous en avez interviewé 24. Comment y êtes-vous parvenu? Ça semble incroyable, cette enquête. Oui, surtout que au départ, en 92-93, on n'avait pas retrouvé de liste de ces enfants exfiltrés de Vénissieux. Donc on commençait une enquête aux résultats improbables, en fait. Alors c'était une enquête très importante, puisque quand j'avais rencontré Klarsfeld, il m'avait bien précisé qu'il avait pointé du doigt cette affaire ce sauvetage comme étant un tournant de l'été 42 dans Vichy-Auschwitz. Oui, Serge Klarsfeld, effectivement. Donc c'est vrai que quand même, voilà, ça a du poids quand Serge Klarsfeld vous dit c'est une affaire éminemment importante qui explique ce tournant de l'été 42, de l'engagement des populations. Mais voilà, moi j'ai pas le temps de faire cette enquête. C'est vrai. Donc. Mais vous, qu'est-ce qui vous a permis donc de visualiser, de comprendre l'organisation de ce camp? Alors après, donc tout le travail en archives a été vraiment m'a permis de trouver des pièces manquantes. Et par exemple, quand vous me parlez du camp, je vais penser au témoignage du docteur Adam, qui lui avait la responsabilité du sauvetage médical dans le camp, et qui tout de suite après guerre a écrit un témoignage et dessiné un croquis du camp vu d'avion. Et puis après, en 2012, j'ai pu retrouver un des travailleurs indo-chinois qui était là au moment des rafles et qui m'a dit à la fin de son témoignage qu'il avait réalisé des clichés du camp en 1941. Et puis enfin, en 2018, j'ai pu identifier un fond, il est unique au monde, c'est les seules photos des Juifs internés, qui a été pris d'ailleurs au camp de Vénissieux par un autre travailleur indo-chinois, Xue Ngotron, et qui là nous a laissé ces clichés incroyables où j'ai pu reconnaître même des enfants que j'avais filmés. Et j'ai pu les reconnaître justement parce qu'en fait, quand je les ai interviewés, ils étaient plus âgés que leurs parents à l'âge de l'arrestation, mais il y avait des albums photos et j'avais vraiment en tête ces photos. Et puis de toute façon, j'avais les albums sur mon ordinateur et c'est vraiment des fonds photos qui m'ont vraiment permis de progresser sur ma recherche et si ce n'est même de comprendre des témoignages d'enfants. Juste pour vous donner un exemple, mon premier témoin, Lotte Lévy, qui avait 17 ans au camp de Vénissieux, me dit, voilà, quand tous les enfants ont été réunis dans le réfectoire du camp, dans la nuit, au même moment, les parents étaient conduits à la gare Saint-Priest pour être conduits Direction à Drancy. Voilà. Ouais. Et on les a vus, leur visage collés aux fenêtres pour tenter d'apercevoir une dernière fois leur enfant. Et c'était une scène incroyable de film. Je me suis dit, comment expliquer ça? Et en fait, grâce à, par exemple, à ce fond photo, on a des photos qui ont été prises dans le réfectoire, on comprend très bien, en visualisant, qu'effectivement, quand les convois des adultes sont partis, ils ont longé ce réfectoire vitré et qu'ils ont pu apercevoir une dernière fois leur enfant. Et oui, mais ces enfants, alors justement, qui ont assisté au départ, la scène dans votre livre, elle est terrible. Est-ce qu'ils savaient ce qu'il allait se jouer dans ce camp à ce moment précis? Il y a eu que ce soit les sauveteurs, les assistants sociaux ou les enfants que j'ai pu interroger la nuit du 28 au 29 août, c'est pour eux une nuit d'épouvante. C'est des cris, des pleurs, une panne d'électricité en plus qui s'est ajoutée, un orage, c'est vraiment la catastrophe. Pour autant, on a certains enfants qui toute leur vie ont vécu sans savoir ce qui s'était joué à Vénissieux, parce qu'ils étaient trop petits, parce que aussi certains parents ne leur ont pas dit au revoir. Ils n'ont pas pu leur dire au revoir, donc ils sont allés goûter les enfants et ils n'ont jamais revu leurs parents.
Donc en réalité, parfois, j'ai rencontré ces anciens enfants sauvés pratiquement au seuil de leur vie, et ils ne savaient toujours pas ce qui s'était joué. Et c'est vrai que quand on a travaillé avec eux, et notamment... C'est vous qui leur avez informé, voilà, qui les avez informés, quoi. Voilà, et surtout, enfin, on a travaillé, c'était comme un pulse. En fait, eux, ils m'apportaient ce qu'aucune archive écrite m'apportait, c'est-à-dire ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient ressenti de l'intérieur. Moi, je leur apportais une documentation et surtout la preuve de ce qui s'était joué à Vénissieux, c'est-à-dire les actes de délégation de paternité, puisque quand j'ai commencé en 92, on pensait qu'elles avaient disparu, et je les ai retrouvées en 2003 aux archives départementales du Rhône. Anne Bassi, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous avez choisi, j'ai lu votre livre, vous m'aviez fait lire d'ailleurs avant qu'il ne paraisse, j'ai eu le plaisir de le lire à ce moment-là, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez expliqué pourquoi vous avez évidemment voulu ce sujet, vous avez répondu à la question de Céline, mais pourquoi vous en avez fait un avocat, pourquoi vous avez choisi cet itinéraire-là Alors, c'est vrai que le métier d'avocat, c'est un métier que je connais bien. Ben, j'imagine, oui. Vous êtes avocate même, en tout cas, vous l'avez exercé longtemps. Et il y a beaucoup d'enfants cachés qui sont devenus des avocats. Ah bon? Oui, je les ai rencontrés, pas dans le cadre de mon parcours professionnel, mais j'ai remarqué, et ça m'a toujours intriguée, je fais pas de lien de causalité directe. Et c'est vrai que j'aime bien avoir comme personnage principal, je dis ça parce que je suis pas sûre que Christophe ce soit le héros en réalité dans mon livre, mais j'aime bien avoir comme personnage principal un avocat. Pour arriver à le décrire tant dans son univers professionnel que dans l'évolution de cet univers professionnel, que effectivement dans ses interrogations, ses angoisses et même ses certitudes. Et oui. Et votre héros adolescent, il faut le préciser, il s'était vraiment promis de le devenir avocat. Il avait une réelle revanche à prendre sur la vie, et il dit: ma plume sera mon revolver et le verbe mon glaive, écrivez-vous, Anne Bassi. Oui, c'est-à-dire que quand il est confronté à cette injustice qui est, sans dévoiler le livre, la saisie de ce poulain qu'il adore et qui est le sien, tout d'un coup, il y a une partie en lui qui est sans doute très sensibilisée à l'injustice, qui s'exprime comme vous venez de le dire, Céline, et le lecteur comprend, enfin j'espère, qu'effectivement son avenir, son destin va être de quitter la ferme, cet univers agricole, pour devenir sans doute un avocat. En tout cas, il va exercer. Il pourrait aussi devenir procureur. Hein. Je pense qu'il y a un moment où on peut douter. Voilà. Mais il y a une réaction pour l'injustice, enfin contre l'injustice, et il y a des revanches à prendre, quoi. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça. Et effectivement, il y a un lourd fardeau qui pèse sur ses épaules depuis l'enfance. On le sent tout au long de votre intrigue. Un jour, il découvrira à l'âge adulte 2 secrets de famille, et il sera vraiment en état de choc quand il découvrira effectivement ces secrets. Je voudrais dormir des années entières jusqu'à effacer mon drame. J'aurais préféré ne jamais naître pour ne pas avoir à endurer cela. Je traverse un abîme de silence, le silence de ceux qui savaient, le silence des témoins, le silence des morts. Pourquoi n'ont-ils rien dit, écrivez-vous, Anne Bassi? Alors justement, Valérie Bardet, le silence. Est-ce que on peut dire aujourd'hui, avec le recul, que c'est juste, que ces gens-là que vous écrivez, que décrit aussi Anne Bassi dans son roman, alors certains ont dit oui, mais vous comprenez, c'était une infime minorité. Alors évidemment, il suffit d'un juste pour ne pas détruire Gomorrhe ou Sodome, mais est-ce que c'était vraiment une infime minorité, ou ce sont des gens simples qui ont réagi uniquement parce qu'ils trouvaient que c'était pas possible, c'était trop scandaleux, c'était trop immonde, trop terrible de laisser comme ça mourir des enfants? C'était vraiment une réaction humanitaire pour la plupart des sauveteurs. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas expliquer l'ensemble du sauvetage des 3/4 des Juifs de France en donnant le chiffre des justes parmi les nations? Oui. Tout simplement parce que on a une quantité d'anonymes, de héros, dont on ne connaîtra jamais l'identité. Qui n'ont jamais voulu se manifester. Pas du tout. Et d'ailleurs, on l'a vu, moi, quand j'ai découvert le petit village de Saint-Sauveur de Montagut en 2013, en fait, j'ai compris. Parce que si j'ai pu monter mes médailles de juste, les dossiers avec mes enfants sauvés, c'est parce que les enfants des sauveteurs ont accepté, mais en disant nos parents auraient jamais voulu. C'est-à-dire que en réalité,
je pense que, vous voyez, dans les familles françaises aussi, on oublie assez de dire, et dans les campagnes, que beaucoup des familles avaient déjà perdu les leurs lors du premier conflit. De 14-18. De 14-18. Oui. Alors, moi, en tout cas, j'ai toujours entendu ma grand-mère me dire, est-ce que tu crois sincèrement que tes arrière-grands-parents, dans leur petit village dans le Jura, auraient accepté qu'on touche à ces personnes juives qui étaient venues, qu'on avait accueillies et parfois aidées depuis 1940 dans les villages. Il y avait, au moment de la rafle, pour vous donner un exemple, à Saint-Sauveur, les familles juives qui vont être arrêtées sont arrivées depuis l'exode de 40. On leur a donné un travail. On les a aidés à se nourrir, un travail dans ce qu'ils savaient faire. Voilà, t'es cordonnier, un travail de cordonnier, à manger. On les a accueillis même dans le temple pour qu'ils puissent célébrer Shabbat. On les considère comme le peuple élu de Dieu. On est fiers de les recevoir. Il y a cette rafle. Les gens, tout de suite, racontent, sur la place du village, se réunissent, envoient certains des leurs jusqu'à Lyon pour savoir ce qu'il advient à ces gens. Et quand ils apprennent le sauvetage des enfants, les reprennent sur recommandation des parents à l'intérieur du camp. Ils disent il faut les redonner à ces gens-là, tellement les liens sont serrés, les liens de confiance. Oui. Et c'est eux qui vont protéger ces enfants-là jusqu'à la fin de la guerre. Par exemple, à Saint-Sauveur. D'accord. Cette histoire-là, elle est continuée dans le silence, c'est-à-dire dans les rapports d'amour qui les liaient, mais pas dans une surexposition. C'est ça. Ils n'avaient pas besoin de se montrer pour dire... Non, ils continuaient leur histoire dans le temps. Mais c'est vrai que quand l'historienne est arrivée, donc moi, je leur ai dit que j'avais besoin de cette parole, j'avais besoin de rentrer dans cette enquête et d'essayer ensuite de la transmettre aux jeunes générations. C'est ça qui a sans doute dû les toucher, parce que quand même ils se sont rendus compte qu'il y avait urgence aussi de parler du sauvetage. On n'en parle jamais parce qu'on ne sait pas comment l'expliquer en réalité. Bien sûr. C'est important de relever que beaucoup de femmes ont participé à ce sauvetage, Anne Bassi. Vous leur rendez un très bel hommage dans votre roman. Vous parlez notamment de cette figure féminine de la résistance, Marguerite Soubeyran, qui elle avait créé une école à Beauvallon qui a été vraiment un lieu de refuge. Oui, pour beaucoup d'enfants. Ouais. Oui, c'est vrai que la résistance féminine, on en a moins parlé. Alors que les femmes, elles ont eu des rôles très importants, notamment parce qu'on se méfiait moins d'elles. Donc elles n'ont pas toujours eu des rôles genrés dans l'assistance médicale, par exemple. Bon, elles ont eu des rôles stratégiques, elles ont été responsables parfois d'imprimeries clandestines. On en a moins parlé. Or, c'est vrai que j'avais envie d'attirer l'attention, mais sur des rôles différents. Alors effectivement, il y a Marguerite Soubeyran qui est extrêmement connue d'un point de vue historique. À Dieulefit, il y avait Jeanne Barnier, qui était aussi la responsable à la mairie, qui a fait beaucoup de faux papiers. Et c'est pour ça que j'ai appelé Jeanne Prunier avec le prénom de Jeanne dans le roman. C'était un clin d'œil. Mais c'est vrai que la vraie héroïne dans le roman, c'est pour ça que je dis que Christophe, c'est le personnage principal. La vraie héroïne, c'est la maman, c'est Madame le maire. Et le père aussi, mais il semblerait que les enfants accueillis, lorsqu'ils étaient jeunes, aient été accueillis par l'impulsion des femmes. Alors, est-ce que c'est ce que je disais la dernière fois, est-ce que c'est la mère, est-ce que c'est la femme, est-ce que c'est le féminin? Mais c'est elles qui ont c'est elles qui ont accepté de prendre des enfants, souvent quand ils n'avaient pas encore la parole. Alors, est-ce que c'est plus simple, est-ce que c'est plus compliqué? Ça, je ne sais pas. Et c'est vrai que je voulais rendre hommage à toutes ces femmes, voilà, qui ont été exemplaires, en fait. Oui. Valérie Porteret. Oui, c'est vrai que par rapport à ce que dit Anne, moi je retrouve les paroles des enfants sauvés de ces femmes. Ces femmes, c'était des bras. Ouais. On a eu des bras pour nous prendre. Voilà, c'était le réconfort. Des bras maternels, voilà. Enfin des bras. Les hommes étaient, par exemple, à Saint-Sauveur, je me souviens, Jean Baumel qui était sauvé, il a été accueilli chez les époux de Jo, donc il parle vraiment de cette femme, voilà, les bras, et de l'homme, c'était, on ne discute pas les ordres. Mais en fait, quand j'ai discuté avec l'enfant du sauveteur, j'ai appris que quand Jean Baumel, Souva-Vénitieux dormait, la nuit, il y avait aussi des résistants qui venaient. Et donc, il fallait être aussi très prudent. Et la prudence passait par une intransigeance. Donc,
C'était un peu ça. Et puis les femmes, c'est vrai qu'aussi on avait des veuves retrouvées aussi. Ces femmes étaient vraiment heureuses de pouvoir accueillir un enfant. Et souvent aussi, on voit quand même cette notion du partage. Il y avait vraiment des femmes qui n'avaient rien et qui repartageaient avec ces enfants, mais avec un grand bonheur. Oui, parce qu'en plus c'était une situation économiquement difficile. C'est ça, faut se remettre. Faut se rappeler. Est-ce que c'était que Valérie Porteret, comment ces enfants se sont reconstruits après la guerre? Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Chaque cas est très individuel. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la même reconstruction si un enfant est devenu orphelin de ses 2 parents après-guerre, s'il est devenu orphelin que d'un seul des parents, ou s'il n'a perdu aucun des parents. Ça, chaque cas, c'est très différent. Voilà, ça, c'est une donnée très importante. Et puis après, moi, ce que j'ai ressenti, c'est... je les ai interrogés, par exemple, c'était quoi pour vous venger de Hitler? Est-ce qu'il y a cette... Et en fait, ils nous ont dit, nous, en fait, c'est d'avoir eu des enfants. Des arrière-petits-enfants. Ouais. Et aussi... par certains côtés, de savoir qu'on a écrit cette histoire. Par exemple, le travail de Serge Klarsfeld est souvent cité parce qu'il a mis des noms, bien sûr, des visages, et que après on met des histoires sur les noms et les visages. Et vous voyez, ça c'est aussi une manière de les aider aussi à se reconstruire. En tout cas, vous savez, la plupart des enfants sauvés disent, et c'est très émouvant, même quand un homme vous le dit à 90 ans, vous savez, en vieillissant, aujourd'hui, quand je me réveille la nuit, je crie encore après ma mère. Que faire pour que cette histoire emblématique de Vénissieux soit connue, transmise et expliquée? La mémoire contre l'oubli et la barbarie, on en parle dans un instant sur Sud Radio avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Si je te disais ce que je vois venir, Anne ma sœur, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Louis Chédid sur Sud Radio qui rend hommage à Anne Frank, André Berkoff, l'une des plus poignantes victimes de la Seconde Guerre mondiale. Valérie Porteret, l'histoire du sauvetage des enfants du camp de Vénissieux devrait être enseignée dans toutes les écoles de France et du monde. Comme l'a été le journal d'Anne Frank d'ailleurs. Exactement, c'est vraiment le premier de mes vœux, c'est que cette histoire rentre dans toutes les maisons, dans toutes les écoles. Moi, Anne Frank, elle est en photo dans mon entrée et on pense à elle souvent. Elle est l'icône, comme les enfants d'Isieux sont les icônes de la tragédie de l'enfance juive. Je pense que les enfants de Vénissieux pourraient incarner le sauvetage de l'enfance juive. Sachant qu'en plus le lien entre les enfants d'Isieux et les enfants de Vénissieux se font par une famille, la famille Tettelbaum. 2 enfants et la maman avaient été sauvés à Vénissieux. 2 autres vont être priés à Isieux et des suites de l'arrestation de ceux d'Isieux, la police nazie va aller rechercher ces 2 enfants et leur maman et les déporter. Ce qui montre bien que si le sauvetage de Vénissieux n'avait pas réussi jusqu'au bout, ces 108 enfants seraient sans doute décédés à Auschwitz. Exactement. Et la mémoire, Anne Bassi, est-ce que votre grand-père, Charles Edelman, votre grand-mère, est-ce que c'était vivace dans votre famille, même si vous n'avez pas été, enfin, eux n'ont pas été acteurs de cet épisode-là, mais est-ce que ça comptait, est-ce que ça jouait pour vous dans la famille ou pas? Oui, ça comptait beaucoup. Je les ai toujours entendus parler de la résistance, d'une part. Et ils étaient très engagés politiquement pour un monde meilleur. Et ils ont été avocats. Ils ont d'ailleurs, ils se sont beaucoup occupés ensuite de la restitution des biens spoliés, ce qui les a occupés pendant plusieurs années. Mais je crois que cette période de la résistance et des sauvetages, c'était pour eux essentiel en fait, parce que comme le dit Valérie, contrairement à Isieux ou à d'autres rafles, ça s'est terminé de façon dramatique.
Vénitieux, c'est l'espoir en fait. Vénitieux, c'est un sauvetage interconfessionnel d'hommes et de femmes qui seront pour certains qualifiés de justes, qui l'ont fait au péril de leur vie et parce qu'ils ont trouvé ça juste. Leur vie aussi. Voilà, la définition du juste, c'est ne pas être juif, sauver des juifs au péril de sa vie. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une résistance juive, hein, d'ailleurs, qui n'a pas pu être qualifiée de juste. Et ils l'ont fait parce qu'ils trouvaient ça juste, parce que c'était honnête de le faire, parce que c'était inenvisageable de le faire autrement, sans rien attendre, sans attendre aucune reconnaissance. Et oui. Valérie Porteret, selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait encore découvrir d'autres villages sauveteurs ? Ah, moi, je pense que la France, on foule que des terres sauveuses, enfin une quantité de terres sauveuses. C'est incroyable. Après, dans certains villages, il y a eu un milicien, par exemple, qui a pu provoquer beaucoup de dommages. Mais un jour, je me souviens très bien, pour un colloque organisé par Serge Klarsfeld pour le 80e anniversaire de cette rafle et du sauvetage, quelqu'un prend la parole et est ému en disant mais comment, avec tous les morts, tous les juifs exterminés, vous pouvez parler du sauvetage? Et Serge Klarsfeld lui dit mais écoutez monsieur, pour conduire un convoi de 1000 personnes, il suffit d'un conducteur. Pour sauver une personne, il faut des centaines de personnes. Donc vous avez pas encore pris la mesure de la complexité du sauvetage, et ce qui montrait bien que aujourd'hui encore c'est un modèle de ce qu'il fallait faire, un modèle de ce qu'il faut toujours faire, et qu'il faut l'enseigner, en parler et expliquer comment. En fait, alors la question que je vais vous poser à tous deux, nous arrivons en fin d'émission. Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui en France en 2024, pas seulement pour les enfants juifs, pour d'autres enfants, est-ce que ce serait encore possible, ou est-ce que les divisions sont telles que ce serait... est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Encore une fois, sans parler de telle ou de telle ou de telle ethnie ou autre, est-ce que cette solidarité-là, à votre avis, pourrait encore exister? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que moi, je pense que oui, mais qu'encore une fois, il faut aller vers les jeunes, leur donner du souffle, en fait, le sauvetage est pédagogique, et je pense que si on donne du souffle, on trouvera, comme pour la Seconde Guerre mondiale, des idées, des jeunes qui veulent s'engager. Et surtout du courage. Et du courage. Et il faut accepter le labeur et ne pas avoir peur des autres, en quelque sorte. Ouais. Tout à fait. Mais je crois quand même qu'il y a une grande différence avec aujourd'hui et cette époque, c'est que les justes l'ont fait au péril de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des élans de solidarité, des actes concrets, notamment, on y pense tous vis-à-vis des étrangers. C'est tout à l'honneur de ceux qui se sont engagés dans ce combat, bien sûr. Enfin, ils ne sauvent aucun étranger au péril de leur vie. Mais on se demande si le péril de la vie existe encore. Enfin, il existe bien sûr, mais on espère qu'on n'aura pas à avoir à le prouver ou pas. Mais en tout cas, ce que vous avez fait, Valérie, ce que vous avez fait, Anne, c'est qui est extrêmement important, c'est de porter le témoignage et de porter et de raconter cette mémoire. Eh oui. Parce que qui vit sans mémoire, vit sans rien. Merci à vous deux d'être venus sur Sud Radio. Valérie Porteret, je rappelle que votre livre « Vous n'aurez pas nos enfants », préfacé par Serge Klarsfeld et Boris Cyrulnik, est donc paru aux éditions XO. Anne Bassi, votre deuxième roman « Dieu le fit » est publié quant à lui aux éditions Marque-Page. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.